Le problème des rapports entre l'éducation nationale et le monde de la sécurité routière, il est celui-ci, c'est le problème c'est la question du balayage de la matrice. Parce qu'on est actuellement très bon sur le coin inférieur gauche du tableau. Pourquoi ? Parce que ça, les auto-écoles savent bien le faire. Apprendre les niveaux inférieurs et, et transmettre des choses, ils savent le faire. Et plus on va aller vers le coin supérieur droit du tableau, plus on est mauvais. Soit parce qu'ils ne savent pas le faire, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'il n'y a pas la compétence des formateurs. Donc, l'idée, c'est que, à notre avis, les coins supérieurs droits, c'est vraiment le travail de l'éducation nationale, justement. Parce qu'il n'y a que là où on aura les compétences pour être capable d'aborder cette question-là. Quand on affiche un nouvel objectif pédagogique, c'est-à-dire que ça, c'est des objectifs qui sont faits, et puis on voudrait qu'il y en ait d'autres qui ne sont pas encore atteints. Vous savez bien qu'en pédagogie, quand vous introduisez un nouvel objectif, ça veut dire qu'il faut en face un formateur compétent pour l'atteindre. Si vous avez en face un formateur incompétent, ça ne marchera pas. Bon. Donc, s'il y a des choses qui sont du registre d'un enseignant de la conduite, eh ben, c'est très bien. Mais s'il y a des choses qui sont du registre d'un psychanalyste, eh ben, faut remettre un psychanalyste. Parce que ce n'est pas un moniteur d'école qui va faire le travail d'un psychanalyste. Et réciproquement. Donc, cette matrice, elle pose très clairement la question du partenariat, puisque aucune profession n'est compétente à elle seule pour balayer les 12 cases. Il faut savoir qui fait quoi. Bon. En tout cas, donc, s'il y a un nouvel objectif, il faut en face un formateur compétent. Vous savez que ça veut dire aussi qu'il faut qu'il emploie une méthode pédagogique qui soit adaptée à l'obtention de l'objectif. Et vous savez aussi qu'en général, il y a un quatrième élément de cette petite matrice cybernétique, il faut que ce soit l'examen, parce que vous savez bien que c'est l'examen qui tire la formation, et tant que ce n'est pas l'examen, on ne le fait pas. Bon. Et donc, là, la question des méthodes pédagogiques est vraiment posée de façon centrale, parce que ici, dans le coin inférieur gauche, on est sur un savoir de l'enseignant, qui transmet à un apprenant qui ne sait pas. Bon, voilà, donc ça c'est la conception traditionnelle de la pédagogie. Par contre, vous voyez bien que plus on va aller vers le coin supérieur droit, ça se renverse complètement. C'est plus l'enseignant qui a le savoir, c'est l'apprenant qui a le savoir, lui. Ses propres problèmes par rapport à l'angoisse, à l'alcool, au cannabis, à ses copains, c'est lui qui sait, c'est pas l'enseignant. Donc là, la transmission, elle doit se renverser, c'est de l'apprenant vers l'enseignant que doit circuler le savoir. Et c'est donc de ne pas le bloquer, pour savoir quel type réellement d'individu il est. Donc ça veut dire que là, eh ben ça, ce n'est pas des méthodes magistrales qui permettent de savoir ça. Ce n'est pas avec une craie et un tableau noir qu'on apprend aux gens à mieux se connaître. Ça, c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'ils apprennent à comprendre quel type d'individus ils sont. Pour atteindre le coin supérieur droit, c'est toute la question de ce qu'on appelle les méthodes actives, que vous connaissez aussi bien que moi, qui sont des choses comme le coaching, comme la dynamique de groupe, comme les conflits socio-cognitifs entre pairs. Mais c'est en clair, effectivement, de travailler pour d'avoir des méthodes qui permettent d'atteindre ces objectifs. J'en aurai simplement deux exemples. Une en Suisse et une en Suède, que j'ai trouvé très intéressante. En Suède, ils ont maintenant intégré, juste avant les examens pratiques et théoriques du permis de conduire, ils ont intégré un questionnaire d'auto-évaluation. C'est-à-dire que d'abord, avant toute chose, on demande au sujet de s'auto-évaluer sur un certain nombre de dimensions. On fait ensuite, il passe les examens. Et après, il y a une discussion avec l'enseignant où on compare son auto-évaluation et son évaluation. Et c'est effectivement pour le faire progresser sur ce niveau-là, pour essayer de lui faire comprendre, en disant, ouais, tu vois, là, sur cet aspect-là, tu te croyais beaucoup plus fort que tu l'es en réalité. Donc ça peut être intéressant. Une autre chose aussi, toujours dans ces démarches méthodes actives, je trouve très intéressant ce que font les Suisses. Parce que en Suisse, quand le jeune a passé son permis, 6 mois après, il revient pour une seconde phase de formation. Et là, il y a ce qu'on appelle la conduite de feedback, c'est-à-dire qu'on va faire conduire le jeune avec l'enseignant et 3 de ses copains à l'arrière. Et à la fin de l'exercice, les 3 copains disent aux jeunes ce qu'ils ont pensé de son style de conduite. Et vous savez bien qu'un jeune, souvent, il est beaucoup plus sensible au regard de ses copains qu'au regard de l'adulte pour entendre effectivement des critiques. Donc ça peut permettre d'améliorer son auto-évaluation. Enfin, de toute façon, donc, la question des méthodes pédagogiques est vraiment posée. Mais on voit bien dans cette matrice que, en tout cas, l'éducation nationale, elle est très clairement dans le coin supérieur droit, soit par rapport aux questions de l'éco-conduite notamment, c'est-à-dire devenir moins dépendant de la voiture. Comme j'ai dit, ça va devenir un enjeu fort quand même. Bon. Donc sur le niveau 3, vous êtes en première ligne, et vous êtes aussi en première ligne sur le niveau 4, soit pour 2 raisons, soit parce que vous avez des compétences que les enseignants de la conduite n'ont pas, évidemment, ça c'est le premier point, mais sinon pour une deuxième raison, c'est que je connais bien effectivement ensuite le type de problème que vous avez. C'est qu'on en a entendu que vous avez les programmes les plus lourds d'Europe, et puis le sida, et les risques majeurs, et la biologie, etc. Bon. Donc on est bien au courant des questions de surcharge. Ceci dit, effectivement, l'éducation nationale, on peut l'avoir aussi dans un rôle de garde-triage, de dépistage. Ce qui pose effectivement la question des moyens. Là, après, ça devient un débat politique, parce que c'est la question effectivement des moyens financiers qu'on donne à la médecine scolaire, à l'infirmerie scolaire, à la prévention.
Et vous savez que ça, c'est objet de débat politique. D'ailleurs, c'est un peu l'actualité en ce moment. Bon. Mais en tout cas, l'éducation nationale, elle est là en première ligne. Pourquoi? Pas forcément pour faire le boulot elle-même, mais en tout cas, par exemple, je donne un seul exemple, la question du dépistage, de la prévention et du soin. La fonction de dépistage, de prévention, d'orientation vers des psychologues, d'orientation vers des psychothérapies, le dépistage des situations familiales à risque, ça, c'est quand même... L'éducation nationale est très certainement là un maillon essentiel pour atteindre ce coin supérieur droit qui, vous avez compris, est quand même le fond du problème de la violence routière. C'est dans le coin supérieur droit que se joue le plus important de la question de la sécurité routière. Donc voilà pourquoi j'étais là ce matin avec vous, en fait.